C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, épisode, mon Dieu, longuement attendu. On a pris une petite pause, comme le veut la tradition. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour, Monsieur Kim McKenna. Écoute, tu parles de prendre une pause, mais toi, tu as voyagé pendant ce temps-là. On n'était pas en vacances, mais il y a j'ai remarqué ça parce que je me suis pas rendu compte, mais c'est parce que c'est pas voulu, mais généralement, on prend une pause juste avant de WWDC, la conférence d'Apple, et on recommence la semaine du WWDC, et c'est ce qu'on fait encore cette année, par hasard. Je ne peux pas l'expliquer autrement parce que c'est pas prévu, mais c'est l'espèce de moment de l'année, là, fin mai, début juin, où, je sais pas chez vous, mais chez nous, les enfants et tout, c'est la fin de l'année scolaire qui se prépare, tout ça, puis c'est... Puis là, cette année, il y avait, écoute, le mois de mai, il n'y avait aucun bon sens dans les technos. Google avait sa Google I.O. Voilà. Cette année, en France, on est allé à Vivatech. Il y avait une cohorte d'entreprises québécoises là-bas. C'est une espèce de grosse conférence qui se tient à Paris, qui se veut l'espèce d'épicentre des technos françaises, européennes et éventuellement internationales. Disons qu'on pousse fort du côté de la France pour rendre ça gros. Et la semaine dernière, il y avait un truc à Taïwan qui est le Computex, qui est un événement assez important dans un créneau extrêmement précis de l'informatique. C'est les fabricants de puces qui sont là et de composants pour les gens qui aiment bâtir leur propre PC. Oui. J'ai jamais vu autant de boîtiers avec des fans illuminés à multicolores dans un seul endroit que ce que j'ai vu là-bas il y a une dizaine de jours maintenant. Là. Oui, c'est impressionnant le Computex. Hein? Je m'attendais à quelque chose de plus éclaté en termes d'offres de matériel informatique, là, mais finalement, c'était comme tout est orienté sur l'intelligence artificielle, on parlait beaucoup de ça, donc il y avait beaucoup d'applicatifs, donc très abstraits, puis il y avait les grosses annonces, c'était évidemment NVIDIA, AMD, Qualcomm, Intel... je dois en oublier, là, mais tous les fabricants de puces qui veulent se jouer comme le leader de l'intelligence artificielle qui étaient là et qui poussaient chacun de son côté. Moi, j'étais là avec Asus, entre autres, qui nous a présenté des ordinateurs, des affaires le fun. Il y en avait pour tous les goûts. Là. Asus, ils poussent fort, ils veulent faire partie du mouvement copilote, c'est le fameux copilote PC Pro, je ne sais plus quoi, de Microsoft. Et on va en reparler, mais ils ont aussi présenté une nouvelle génération de leur console de jeu, la ROG Ally. Le ROG Ally X avec ça, c'est le tout en un. C'est comme le Steam Deck, mais en mieux. Là, j'ai dit ça, puis je sens que je vais recevoir une trolley de bêtises sur les réseaux sociaux, mais on pourra en reparler parce que je viens de le recevoir, j'ai pas eu le temps de le paramétrer encore, mais c'est une machine séduisante, je vais le dire comme ça. Oh, que d'émotion! Et dans cet épisode-là, avant d'aller dans le vif du gras du sujet, on va parler de nos partenaires TELUS et Plan Hub. Merci d'être là. C'est grâce à vous qu'on mange. Oui. Dans cet épisode, on va parler de Microsoft Recall, de vidéos créées par l'intelligence artificielle de Miss AI. Ceux qui aiment les concours de Miss ou ceux qui sont choqués par les concours de Miss, vous allez voir où est-ce qu'on s'en va. Le Mila, on va parler de Flight Simulator, de l'intelligence artificielle, excusez-moi, de l'Apple Intelligence, oui. Voilà, des écouteurs haut de gamme Beats et de micro-journal pour ceux qui veulent écrire concentré. Plein de petites nouvelles. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On va pouvoir jaser. Écoute, on aurait pu faire une double dose d'espresso, des espressos doubles de tech, au minimum, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis quelques semaines, mais on a quand même condensé ça en quelques actualités rapides. Oui. Qu'on va lancer tout de suite parce que sinon, on en a pour la fin de semaine. Et tu parlais effectivement de Microsoft Recall. On en a parlé un petit peu dans de Microsoft. C'est un truc qui s'est passé en mai dont on a un petit peu moins parlé. Mais Microsoft a eu sa propre conférence pour annoncer des nouveautés Surface, annoncer des nouveautés à Windows 11,5. Je ne sais pas trop là, la mise à jour qui s'en vient cet été. Et entre autres choses, il y avait cette fonction-là de Microsoft Recall qui, si j'ai bien compris, sera une espèce de fonction d'historique de tout ce que vous faites sur votre PC. Genre. Vraiment, mais comme... Si vous avez oublié un document quelque part, et vous pouvez le retracer dans le passé. Si vous avez navigué sur Internet quelque part, vous pourrez le retracer dans le passé. C'est comme une mémoire, c'est comme un total recall. C'est comme une mémoire totale de ce que vous faites sur votre PC. Évidemment, bien des gens s'inquiètent de la question de la vie privée, de la confidentialité, parce que tu vas pouvoir, dès qu'un ordinateur est déverrouillé, tu vas pouvoir aller voir ce qui s'est passé, même si ce n'est pas nécessairement toi qui l'as utilisé avant. Oui. Et là, ce qu'on se rend compte chez Microsoft, c'est qu'on a annoncé quelque chose de peut-être plus gros qu'on pensait. Et là, on rétro-pédale un peu en disant, c'est supposé être lancé avec une mise à jour de Windows à la fin juin. On va le mettre sur Windows Insider, puis on va le laisser facultatif, puis ça va peut-être aller plus tard, finalement. Fait que là, on se dit, est-ce qu'on s'est rendu compte de ce qu'on vient de faire? Oui.
Donc, les gens qui avaient Ah, hâte d'essayer Recall sur un copilote PC devront peut-être prendre leur mal en patience. Entre-temps, les PC copilotes devraient s'en venir dans les prochaines semaines. oui. Je parlais avec les gens d'Asus, justement, la semaine passée, des fabricants. Il y avait Acer aussi à qui j'ai parlé, qui sont encore un petit peu dans le flou sur ce que ça prend concrètement pour être certifié, avoir ce label-là sur leur ordinateur, là, cette étiquette copilote PC. Parce que là, il y a les PC IA, puis il y a les PC copilote, tout ça bien mêlant. Et à ça, on ajoute cette fonction-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans le marché du PC dans les prochains mois. Je pense qu'il y a beaucoup de marketing, mais il y a peut-être aussi des belles affaires. Et ça, c'en est une qui est à cheval sur les deux. Donc, à suivre du côté de Microsoft et de Recall. Oui. Avoir Recall sur sa machine ou une machine copilote, on s'entend qu'il y a du gros branding là-dessus. C'est quoi les niveaux de satisfaisant de fonctionnement de copilote pour que ça marche? Bien hâte de voir de ça. Comment ça va fonctionner? Surtout que ça va fonctionner sur les processeurs AMD, les processeurs Intel et les nouveaux processeurs Snapdragon pour PC. Ça m'excite beaucoup, Alain! La guerre des processeurs qui va permettre de peut-être tout le monde là, de monter le niveau des processeurs, des performances et tout. Ouais. Il faudra parler de tout ça parce que ça apporte une toute nouvelle terminologie. Hein. J'ai écrit un petit peu là-dessus dans le devoir l'autre jour où là, il faut parler de TOPS. Avant, on parlait de FLOPS. Il faut parler de LLM parce que ça fait partie de la chose. Après ça, il y a comme plein d'affaires. Il y a le NPU qui est apparu de nulle part, qui était essentiellement un GPU spécialisé dans d'autres choses. Pour l'intelligence artificielle, le Neural Processing. Plein des affaires, oui. Ça ferait un beau. On fera peut-être faire un petit segment de milieu d'émission avec ça dans les prochaines semaines. Ben, dès qu'on va avoir un des PC, moi j'ai bien hâte d'essayer ça ici. Bon point. Exactement. Ouf! Suivante. Une vraie photo qui remporte la 3e place à une compétition d'images générées par l'intelligence artificielle. Je trouve ça super drôle. C'est comme l'arroseur arrosé, non? C'est genre, d'habitude, c'est le contraire. Ben oui, c'est exactement. C'est arrivé à quelques reprises que dans des concours de photos, les gens utilisaient l'intelligence artificielle pour trafiquer leurs photos. Ça passait comme une lettre à la poste. Quelle belle photo. Puis, on se rend compte qu'elle est générée par l'intelligence artificielle. Dans ce cas-ci, il y a une vraie photo prise par un vrai humain. Et elle est très drôle, la photo. Je peux comprendre que ça a suscité la confusion. C'est une photo d'un flamant rose timide qui se cache la tête dans son plumage. Fait qu'on dirait une grosse boule rose, on dirait une grosse barbe à papa. C'est très joli. C'est un photographe qui s'appelle Miles Astray qui a fait ça. Il l'a soumis dans une compétition de photos du prix 1839 du Creative Resource Collective. Il a remporté la 3e place dans une compétition qui, dans ce cas-là, était consacrée aux photos générées par l'intelligence artificielle. Tu sais, quand c'est déclaré, quand c'est le fun, ben, on génère des photos avec l'intelligence artificielle, on propose, puis on fait une compétition là-dessus. La photo a été depuis retirée du concours, pas parce qu'elle n'était pas belle, mais parce qu'elle répondait pas aux critères de base. Et ça va être très, très drôle de voir comment, dans le futur, là, les photos créées par l'humain, assistées par l'intelligence artificielle, entièrement générées par l'intelligence artificielle, déjouer ces systèmes-là pour les photographes, ça va être le nouveau défi. C'est de s'insérer dans ces situations où il n'y a que du contenu généré par ordinateur et de dire « Ah, l'humain est toujours meilleur! » Ça va être le Exactement. Parlant d'humains qui font des choses avec la technologie, n'est-ce pas? On a entendu parler, en fait, on en a parlé nous-mêmes déjà dans le passé de Sora chez OpenAI et de VO chez Google, les applications qui permettent de créer de la vidéo à partir d'une simple phrase écrite au clavier. Et là, ben, c'est magnifique, n'est-ce pas? Mais c'est réservé à des gens qui sont triés sur le volet, des gens qui sont près des entreprises. On est un peu en mode bêta, en mode développement. Et là, il débarque sur les internets la première application d'IA qui permet de créer de la vidéo qui est accessible du grand public. C'est une application qui s'appelle Dream Machine, qui est lancée par une entreprise de San Francisco qui s'appelle Luma AI. C'est le premier générateur de vidéo grand public par texte. Et contrairement aux deux autres, c'est un peu limité. Par contre, on peut créer à partir d'une simple phrase de texte « Je veux un chien qui traverse la rue », une vidéo pleine HD de 5 secondes. C'est un peu court, c'est dommage. Du côté de Sora et de deux autres, on est pratiquement à 1 minute en pleine HD, ce qui n'est pas non plus très long, mais qui est quand même pas mal là, pour des vidéos qui sont souvent juste pour le plaisir. Mais on commence tranquillement à voir ça arriver. Si ça vous intéresse, cherchez-la. Luma AI Dream Machine, c'est gratuit, c'est accessible. Et après, ça se met bien sur YouTube pour faire jaser. Même si 5 secondes, c'est pas très long, ça fait une clip parfaite pour TikTok. Pascal va être content. Ah, TikTok. Je suis un fan de TikTok. Je ne peux plus de TikTok, Alain. Je ne comprends pas TikTok. Comprends pas TikTok. Il va certainement avoir le prochain concours de Miss Univers sur TikTok. Quel lien super. Écoute, il faut qu'on en parle. On parlait en intro de concours de Miss. On sait que c'est un peu considéré un peu sexiste, un peu vieillot d'évaluer les femmes sur leur capacité, leur beauté, que c'est un peu
douteux. Mais imaginez que sur le monde virtuel, on a maintenant un concours de Miss virtuelle. Donc, c'est des femmes entièrement générées par l'informatique. C'est produit par FanView, une plateforme qui se consacre aux personnages virtuels, entre autres sur TikTok, sur YouTube et OnlyFans. Là, j'allais dire, ça va être un OnlyFans du virtuel, mais non, C'est c'est... pas mal ça, c'est pas Ouf. mal ça. On peut voir que les inscriptions sont déjà terminées. Il fallait s'inscrire avant mai, mettre son personnage virtuel là-dessus. On peut voir que Anne Kerdy et Lalina de France, Zara Chatavari d'Inde, il y a Olivia C. du Portugal, il y a Asena Ilik de Turquie, qui compétitionnent. Ce sont toutes des femmes virtuelles qu'on peut voir dans des endroits là, féeriques. Écoute, il y en a même une dans la Station spatiale internationale, évidemment, avec l'intelligence Miss artificielle. Univers, littéralement, ben oui. Et voilà, on peut l'emmener où on veut, devant des décors somptueux, à des endroits, devant des Ferrari, dans la compétition, devant une Mercedes, dans l'écurie de Formule 1. Écoute, c'est le World AI Creator Awards, le YK. On peut jeter là-dessus les compétitrices. On ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est moins que je pensais. On parle de prix de 13 000 Américains, 5 000 Américains, 2 000 Américains. Mais évidemment, le but de tout ça, c'est de mousser ces personnages-là qu'on peut suivre sur Instagram. Suivre des personnages virtuels sur Instagram. Ben là, on va s'en créer un. Moi, je vais me créer tout de suite un avatar sur TikTok. C'est clair. Ben oui, moi, je ne veux plus vieillir. Mais écoute, ça va faire avancer. Selon moi, là, le but, c'est de faire avancer, que ça devienne indiscernable la réalité. Et là, à ce moment-là, tu as une écurie. Tu peux avoir une écurie de talents avec toutes les caractéristiques que tu désires. C'est très déshumanisant. Écoute, je vais aller plus loin. Lançons notre propre réseau social, appelons-le TikTok, et créons tout de suite 1 milliard d'utilisateurs qui sont tous générés par l'intelligence artificielle et qui likent tous vos posts automatiquement. On vient de faire tomber tous les réseaux sociaux. Les autres vont, écoute, tu t'inscris, tu as paf, 2000 followers. Partant, tout le monde va être content. Génial. Puis que t'es drôle, puis que t'es beau, puis que t'es intelligent. Évidemment, toutes les photos, là, toutes les Miss que j'ai vues, Miss virtuelles, c'est tout le temps un peu trop sexy. Est-ce qu'elles ont plus que 10 doigts? Moi, c'est ça que je veux savoir, parce que des fois, les doigts, les mains, l'intelligence artificielle a de la misère avec cette femme. Toutes les photos, évidemment, c'est des photos là, qui sont sélectionnées pour leur qualité et tout, puis ils travaillent fort pour que ce soit réaliste. Mais tu vois qu'il y a toujours un élément, quelque chose qui te fait le Uncanny Valley, la petite zone où quelque chose d'un pas, peu étrange, il y a quelque chose qui cloche. Les mains sont un peu trop longues, le regard, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait humain là-dedans. Mais c'est très, très... Si on regarde rapidement, on dirait des photos de madame au Grand Prix de Formule 1. Voilà. Mais tout est parfait, les cheveux sont parfaits, la météo est parfaite, tout est impeccable. Et là, tu fais Ouais. Peut-être que ça devrait faire réfléchir les gens du Mila. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Un concours de madame F1, je sais pas quoi. Oui, parce que Bell va collaborer avec le Mila. Mila, clairement, c'est les gens qui ne savent pas, c'est l'espèce de laboratoire de développement d'applications d'intelligence artificielle ou peut-être pas nécessairement d'applications, ou tellement que de la recherche très académique sur l'IA qui est basée à Montréal, qui était anciennement associé à filiale de l'Université de Montréal et auquel est associé le fameux chercheur montréalais Yoshua Bengio. Mila qui, évidemment, cherche à pousser l'intelligence artificielle dans les secteurs où ce serait pertinent de l'avoir. Et là, on vient d'annoncer du côté de Bell qu'on s'entendait sur un partenariat de 3 ans avec le Mila pour intégrer davantage d'intelligence artificielle dans les télécommunications. J'aurais aimé, et je vais peut-être les relancer, là, c'est juste une brève, ça ne vaut peut-être pas la peine, mais parce que concrètement, c'est quoi? On parle beaucoup d'améliorer l'expérience client, l'expérience utilisateur, de simplifier certains processus, mais ça reste toujours très haut niveau quand on voit ce genre d'entente-là être... Puis c'est pas seulement ici, là, c'est dans tout ce qui s'annonce dans tout le monde des affaires où on veut tous faire partie du mouvement d'IA, mais on ne sait pas exactement ce que ça fait. Donc, on y va avec des espèces de grandes phrases. Dans ce cas-ci, c'est le fun, ça va se passer à Montréal, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner concrètement. Mais entendez parler, si jamais vous entendez votre téléphone là, parler à votre place ou ça se peut que ce soit de l'intelligence artificielle faite à Montréal. Écoute, quand j'ai vu le communiqué, premièrement, j'ai pas très bien compris. Comme tu dis, c'est tellement de haut niveau, on n'a aucune idée qu'est-ce que ça va donner comme retombée. Et je me suis rappelé de toutes les contributions incroyables que Element AI a apportées à notre vie, à toutes les collaborations avec le port de Montréal qui a réglé tous les problèmes. Ah non, finalement, ça a été vendu pour une bouchée de pain à une entreprise manufacturière américaine. ServiceNow, exact.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils sont encore à Montréal. Hein. J'aurais parlé l'autre jour. Faut d'ailleurs que je fasse une entrevue. Il y a eu un follow là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça à Montréal? Mais ils existent encore sous un autre nom. C'était cette semaine, vous le savez, le WWDC d'Apple. On va en parler tout à l'heure en détail. Mais rapidement, juste ajouter ceci parce qu'il y a une nouveauté et on y reviendra. Du côté d'iOS qui s'en vient sur l'iPhone, on va pouvoir verrouiller et masquer les applications qu'on ne veut pas que les yeux indiscrets autour de nous puissent voir. De mémoire, ça se fait. Il y a des. Oui. Ça se fait ailleurs. Je vais dire ça comme ça. Ça se fait sur Android. Oui, ben voilà. Mais là, tout d'un coup, les gens ont peur parce que si les gens masquent des applications, qu'est-ce qu'ils vont masquer? Des applications, peut-être comme par exemple de rencontres privées, de rencontres personnelles, de rencontres intimes. Et là, les gens en couple s'inquiètent. Et ce que je disais, c'est que les réactions aux États-Unis, entre autres, c'est que là, les gens ont peur que leur conjointe en profite pour les tromper. C'est grâce à Apple. It just works. It just works. Avant, les maris, vous ne trompez pas, mesdames. Avant, les gens avaient 2 téléphones, je pense. Avant, les gens ne vous trompaient pas. Maintenant, ils vont pouvoir le faire grâce à Apple. C'est fou. Ça soulève des craintes, voilà. On pourrait s'inquiéter d'autres affaires, mais par exemple, que les gens passent tout leur argent dans des crypto-monnaies sans le dire à personne, mais ça, c'est notre conversation. Parle-nous un peu de Flight Simulator pour nous changer le mal de place, Pascal. Écoute, je joue pas beaucoup à Flight Simulator, mais c'est un jeu qui m'émerveille. Au tout début, c'était une interface un peu douteuse, qui était déjà très avancée, où on pilotait un avion de façon réaliste. Avec Flight Simulator 2024, qui va être lancé en novembre, on va pouvoir diriger, c'est le cas de le dire, des ballons dirigeables. Je trouve ça tellement capoté qu'on soit rendu là. Des hélicoptères, des missions de rescousse. On va pouvoir aller sauver des gens dans la brousse. On va pouvoir utiliser un avion d'épandage d'agriculture pour aller semer des fertilisants dans des champs. On va pouvoir piloter un avion pompier pour arroser des feux de forêt. C'est complètement débile comme ça va nous prendre une espèce de jeu combo de Flight Simulator, de SimCity et de Grand Theft Auto pour créer vraiment comme la matrice ultime, là. Oui, parce que là, c'est ça qu'on dit ça, puis c'est sûr que dans des jeux, on peut le faire depuis longtemps, on peut conduire des voitures dans Mario Kart depuis des années, mais dans ce cas-ci, on pilote un avion de façon réaliste. Là, on tient compte du poids de l'avion, du niveau du carburant, des turbulences. Extrêmement détaillé, ben oui. C'est incroyablement... Écoute, on peut larguer des parachutistes, on peut piloter des avions privés. Donc, on va pouvoir être le pilote d'un avion privé, puis voir les VIP qui arrivent et tout ça. Bill Gates, j'imagine, pas Elon Musk, hein, parce que c'est Flight Simulator. On va pouvoir piloter, mais écoute, je trouve ça débile, des avions publicitaires. Tu sais, les avions avec les banderoles derrière, juste pour le décollage. Moi, j'ai réussi avec Flight Simulator à décoller un Cessna. On s'entend, c'est assez facile. C'est pas du gros niveau, mais avec le truc qui traîne derrière, le choc, ça doit être très, très drôle de voir le niveau de puissance. Tu veux pas que ton avion s'écrase quand tu... Forcément, ben oui. 2024 en novembre, c'est un logiciel qui coûte une centaine de dollars. Ça va évidemment, on peut piloter. Puis une fois qu'on a fini de piloter, on peut en extraire la vidéo qui est comme filmée de l'extérieur. Puis je voyais des gens qui filment des clips parce que le résultat est assez convaincant visuellement. Et ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Puis là, les gens pensent que c'est des vrais avions qui font des vraies affaires. Mais tu dis, et vous pensez que le caméraman était où tout ce temps-là? Si on filme un avion, c'est comme... le caméraman volait autour. Mais ça, c'est très drôle quand tu regardes des films comme Top Gun, puis tu vois les avions qui font des manœuvres incroyables avec la caméra. Ils ont tourné des vraies scènes dans des vrais avions, mais il faut vraiment que l'autre avion suive. Et c'est comme les images d'escalade ou des images de sport extrême où tu as le type qui fait un saut, mais tu as l'autre qui est devant. Est-ce qu'on va pouvoir faire tu sais, les ailes volantes? Tu sautes et puis tu voles comme ça. Tu as l'autre en avant qui est aussi dans son aile volante, qui filme le gars derrière. Qui regarde pas où il s'en va en plus parce qu'il est obligé de le filmer, ben oui. Plus casse-cou encore. Prendre confiance en l'humanité, sa vie et ses aptitudes de ne pas se crasher sur une roche. Je vais en sortir une autre pour vous, les amis. Ça s'en vient parce que les rumeurs sont insistantes. Évidemment, la sixième génération du Galaxy Z Fold, le fameux téléphone pliable de Samsung, s'en vient. On dit qu'il va y avoir une version ultra, donc une version ultra équipée de ce téléphone-là, qui est déjà en partant le plus gros téléphone chez Samsung, mais que cette version ultra-là serait réservée à la Chine et à la Corée. Et là, ça fâche les gens qui apparemment avaient 3 000 $ à mettre sur un téléphone. Oh non, on aurait voulu l'avoir. J'ai hâte de voir ce que tout ça s'avère, évidemment. Ça va être quoi la différence entre un Z Fold 6 tout court et un Z Fold 6 Ultra?
peut pas avoir un plus grand écran vraiment parce que c'est rendu un bottin téléphonique à ce stade-ci, tellement que c'est gros. Peut-être des meilleures caméras, des meilleurs processeurs, plus de pixels, mais quand même, déjà en partant, le Z Fold 6, c'était toute une machine. Et pour les gens qui s'intéressent, ben, vous irez acheter ça en Chine ou en Corée, que voulez-vous? Ça arrive. Je prédis, Alain, qu'un influenceur va dire: «Ah, je suis allé en Chine ou en Corée, je vous ai essayé le...» Il parle tout comme ça. Oui, puis Je suis pour toi, aller chercher le Galaxy Fold 6 Ultra en les Corée. influenceurs sont français, je pense. Ils ont l'accent. Ouais, ben, c'est ceux qui sont très populaires. Ouais. Et je finis, écoute, très, très Oui, courtement, ça, parce je que suis ça fait beaucoup de curieux. nouvelles. Je vais vous dire comme ça, avec tout ça, hein, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, Amazon s'est planté avec Alexa, imaginez-vous. Alexa, il y a 2-3 ans, c'était comme la patente, là. C'était l'assistant numérique vocal par excellence. C'était l'avenir et là, vous voyez, avec toute l'intelligence artificielle, on n'entend plus parler beaucoup d'Alexa. Amazon aurait investi des centaines de millions de dollars pour créer Alexa LLM, un modèle de langage avancé pour créer. Sauf qu'ils ils ont oublié de le brancher à leur Alexa original. Donc là, ils ont deux systèmes, un qui fonctionne, l'autre qui est celui du futur. Et les deux ne veulent pas parler ensemble et ils ne savent pas quoi faire. Ich. C'est fou. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ça. Ben, au départ, Alexa, moi, c'est ça qui me fascine, c'est que ça devait t'aider à acheter plus facilement les produits sur Amazon. Le but, c'était de dire: «Je Hey, j'ai veux plus du de papier de papier, toilette». achète Alexa du disait: papier. «Veux-tu acheter du papier de toilette?» Puis ça arrivait le lendemain chez toi, ou dans l'heure, ou dans la... Et Ça a là, pas ben non. pas comme ça que ça a fonctionné. Fait que là, de jaser avec son assistant, moi, je peste encore. Je comprends pas. J'ai l'impression que mon Google Home, quand je parle à l'assistant Google, ça marche moins que ça marchait quand ça a été lancé. J'ai de la difficulté à allumer mes lumières, il faut que je répète. Ouais. Ma blonde trouve ça super drôle, mais moi, je me dis: «Mais comment ça se fait?» J'ai bien hâte qu'on remplace par des modèles Mais plus après ça, il y a intelligents. tous les standards de domotique parce qu'il y a l'interopérabilité de tout ça qui est comme c'est Ben oui, puis compliqué. la Puis confidentialité, puis on veut qu'il faut que tous les ouais. connecteurs soient bons, faut que... Et à date, le perdant, c'est Amazon parce qu'ils ont raté ce virage. Donc, ils ont perdu le terrain qu'ils avaient, l'avance peut-être qu'ils avaient avant. Et là, ben, est-ce qu'Apple va s'imposer? Ah, ah, c'est ça la question. On vous en parle dans une seconde. On va vous présenter le segment officiel d'actualité maintenant, donc nos nouvelles plus importantes que celles qu'on vient de faire. Juste vous dire en passant qu'on a un partenaire commanditaire pour ce segment-là. Ce sont les gens d'InfoBref, que vous connaissez sans doute. InfoBref, c'est une infolette, mais c'est aussi une balado. Et vous avez à ce moment-là les nouvelles dans vos oreilles tous les jours. C'est ce que vous propose chaque matin, bien sûr, le balado InfoBref. 5 minutes d'actualité, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir. Écoute, simple, clair, neutre, évidemment, gratis. C'est important. Allez voir ça sur infobref.com ou sur la plateforme balado de votre choix. Profitez-en pour vous abonner à Une Tasse de Tech, qui est une excellente balado techno par ailleurs. C'est nous. Et allez voir ça, InfoBref aussi. Ratez pas l'occasion. C'était cette semaine, Pascal, le WWDC, la World Wide Developers Conference d'Apple, qui revient évidemment à chaque année, comme toutes les autres conférences annuelles, n'est-ce pas? Une phrase que j'aurais pu ne pas dire et que personne n'aurait vraiment été déçu. Tu l'as regardé, je l'ai regardé, on était à distance cette année. Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais écoute, j'ai pris quelques notes et si tu permets, je sais que tu veux parler de l'Apple Vision Pro au Canada, je sais que tu veux parler d'Apple Intelligence. Les deux On peut choses que j'ai mélanger retenues, nos c'est ça, notes. évidemment. C'est ça. Il y a eu plus que ça qui a été dit, bien sûr, mais ça nous permet de résumer. Je vais te le dire en une phrase, puis je te laisse aller. Pour moi, c'était beaucoup de petits raffinements de choses. Il n'y a pas eu de grande annonce révolutionnaire comme telle. Pour les plateformes logicielles, le macOS, iOS, iPadOS, tout ça, WatchOS, des petits tweaks, des petites améliorations, mais rien de transformationnel, là. Ouais, moi j'ai vu ici les applications cachées qui vont demander Face ID. Évidemment, on l'a mentionné, c'est assez surprenant qu'Apple aille là-dessus pour la vie privée, mais aussi pour aller ajouter une couche là-dessus. Vision Pro en précommande au Canada dès le 28 juin. On l'attendait. On va pouvoir le précommander au Canada. Je ne sais pas, j'ai pas vu quand est-ce qu'on allait le recevoir, mais ça va faire jaser. On va pouvoir l'essayer. J'imagine qu'il va être en français. On va pouvoir vivre l'expérience. Tu vas sûrement avoir une invitation d'Apple pour l'essayer en personne. Après l'informatique spatiale, l'Apple Intelligence. On parlait beaucoup de... Tu sais, on Ouais. parlait pas On ne voulait pas dire la même chose que les réalité autres. On ne voulait pas dire augmentée. IA C'est générative ça. ou on ne voulait pas dire. Non, c'est Ouais. l'Apple Intelligence. Et il semble que quand on a demandé à des gens d'Apple comment on résume, comment on abrévie Apple Intelligence, c'est Apple Intelligence. On n'abrévie pas. Il n'y a pas d'abréviation. Grosso modo, c'est basé sur ChatGPT. Ça a été ma surprise. Je pensais qu'elle allait développer leur propre modèle. Donc, grosso modo, Apple Intelligence, c'est basé sur le même modèle que Copilot de Microsoft.
En fait, tout ce qui ne recourt pas à un service tiers, c'est développé à l'interne par Apple, mais quand on va dans les trucs plus évolués, ça va chez OpenAI. Et Exactement. c'est ça, tout ce qui est plus évolué. Et donc, c'est sûr que la couche Microsoft avec Copilot ajoute une surcouche qui filtre les résultats pour que ce soit approprié pour le travail et tout. Mais j'ai été surpris de ça. Il semble que ça va être ouvert aussi aux autres modèles. Je soupçonne que par la bande en dessous, ils doivent travailler sur leur propre modèle. Je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas un bunker à quelque part où on travaille là-dessus. C'est pas pour demain. Et ça, c'est l'autre surprise. On a l'impression que ça s'en vient la prochaine mise à jour. Ce que je comprends, c'est que ça va être à partir de l'an prochain qu'on va commencer à avoir les options intéressantes intégrées dans son iPhone. C'est déjà disponible sur les téléphones Android avec ChatGPT. C'est déjà disponible avec Copilot dans ton ordinateur depuis quelques mois déjà, là. Je trouve que c'est loin janvier 2025 pour commencer ici. La connexion satellite pour les messages, Oui, pas pour les seulement pour textos les messages normaux, d'urgence. exact. C'est ça, la compatibilité avec le système de texto plus moderne. J'ai hâte d'essayer ça dans l'avion parce que, tu sais, c'est pas de Wi-Fi, pas de cellulaire, on peut texter par satellite. Ouais. Où est-ce qu'on n'a pas de cellulaire et pas de Wi-Fi en mode avion? Donc, Ouais, clairement, c'est une situation où on va peut-être pouvoir s'écrire par texto, par satellite. mais dans l'avion, tu n'auras pas une ligne de vue des satellites. Alors, je soupçonne qu'à Ah, moins de peut-être coller sur la qu'effectivement, le fenêtre, mouvement va rendre ça compliqué. Ouais, t'as les bien raison. satellites, il faut que ça se connecte. Le fait que ça bouge vite, c'est un des facteurs, mais le fait que faut que tu aies une ligne de vue Ouais, c'est sur tes vrai. satellites, ça peut être compliqué, mais c'est des messages textes qui demandent très peu de données. Fait que ça se peut que vite, en collant ton téléphone sur la fenêtre de l'avion, tu puisses texter tout le long de ton vol. À suivre, à tester. Je soupçonne que des influenceurs vont se faire un plaisir de j'ai pris le vol le plus long et j'ai texté avec le. Voilà. Le gestionnaire de mots de passe Keychain qui devient une application. Mhm. Ça, je trouve ça amusant. Ça va permettre de sauvegarder ses mots de passe dans un appareil Ouais, Apple ça sort et des de le faire réglages, là, ben passer oui. Mhm. à d'autres appareils Apple et Windows. Pas Ben, on Android. veut, tu sais, il y a l'alliance FIDO là, où on veut faire disparaître les mots de passe et c'est à Oui. travers des gestionnaires de mots de passe comme ceux-là que ça va se faire. Oui. Donc, oui, il faut que ça Mais si devienne une grosse l'application n'est pas patente. disponible, c'est ça, si l'application n'est pas disponible sur les téléphones Android, Mhm. ça va regarder, les gens se disent, ah, ça va tuer les autres applications, peut-être sur iOS, parce que là, tu n'as Ben, pas de le gros keychain, incitatifs. le trousseau d'Apple est sur les produits Apple, évidemment, mais il y a aussi, à travers l'application iCloud sur Windows, l'intégration de tous les mots de passe qu'on a du côté d'Apple C'est à même ça, Windows et ça fonctionne mais plutôt bien. à même Windows, oui, mais c'est toujours du côté Android où Ouais, c'est la ben ça, c'est une friction autre. qui va faire que si tu as l'habitude, ça va être difficile de C'est là où le changer mot-clé toujours serait interopérabilité. Faites vos applications chacun chez interopérabilité. vous, mais qu'elles se Puis, parlent entre elles pour régler ça. et la grande Donc, nouvelle, puis c'est quelque chose que j'avais jamais remarqué, il paraît que dans le domaine de l'éducation, ils trouvaient ça bien embêtant. Il n'y avait pas de calculatrice. Il y en a une dans ton iPhone, mais il n'y en a pas dans iPadOS. Et là, il y en a une nouvelle calculatrice qui va permettre de t'aider dans tes devoirs. Tu vas scientifique. pouvoir dessiner, écrire des équations, ça va te proposer, ça va te faire des graphiques et tout. Ça va plaire beaucoup pour les Ben oui. petits-enfants. On va pouvoir distraire les enfants avec des tablettes, les récompenser. Plus de Avec tablettes des en classe aussi, c'est une façon de voilà, créer une demande, voilà, effectivement. ça Et va. ça n'a pas été. Écoute, il y a eu macOS Sequoia, la prochaine version de macOS aussi qui a été annoncée. WatchOS a des nouvelles fonctions aussi de suivi de la santé. Il y a. Il est trop tard pour moi, mais il y a un suivi de la grossesse que j'aurais été curieux de tester avec ma conjointe à l'époque parce qu'effectivement, il y a des recommandations, il y a des suivis sur plein d'affaires qui sont extrêmement spécialisés. Donc, je suis assez curieux de voir où ça va Apple avec ça, mais et ils ont insisté aussi sur le suivi du sommeil. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui porte une Apple Watch quand ils font dodo. Ben non, il faut la recharger. On a une pleine journée de L'autonomie. 18 heures de batterie, donc c'est sûr que ça pose certaines Voilà. limites, hein, on s'entend, Oui. à suivre. Moi, je vais vous parler un petit peu plus du Vision Pro parce qu'effectivement, c'est annoncé précommande fin juin, mais aussi la mise en marché, c'est à la mi-juillet. De mémoire, il me semble que c'est le 12 juillet, mais je ne suis pas certain. Le casque va coûter 5 000 Oui. 5 000 moi, j'achèterais une voiture, tu vois. Ça fait que chacun son truc. En même temps, je ne veux pas acheter de char parce qu'on vit dans une époque où ce n'est pas nécessairement la meilleure affaire à faire. Mais c'est un peu la même chose parce que le Vision Pro, on va le comparer beaucoup au Quest 3 chez Meta, qui est l'espèce de casque de référence dans le marché parce que, premièrement, il est déjà vendu chez nous. Puis, deuxièmement, c'est peut-être pas mal moins cher à 650 si le Meta Quest 3 est axé sur le jeu vidéo, le Vision Pro d'Apple est axé vraiment sur
la productivité au sens anglais du terme. Ça se posait... L'informatique spatiale. Oui, ils appellent ça l'informatique spatiale. On peut faire surgir, l'affaire qui m'excite le plus, c'est qu'on peut faire surgir un bureau virtuel avec l'équivalent de 3 moniteurs 4K côte à côte. Et là, on peut avoir comme un Mac dans les airs qui flotte avec les applications d'un ordinateur personnel, donc courrier, texto, messagerie, traitement de texte, tout le kit. L'affaire à propos du Vision Pro, c'est que c'est une immersion à 180 degrés. C'est comme une pleine journée de 18 heures. C'est pas tout à fait du 360 degrés parce qu'on veut vraiment que les gens utilisent ça sans être trop mobile. Donc, on s'assoit ou on reste debout, mais on ne bouge pas beaucoup et ça se passe devant nous. Il y a en principe pas grand-chose derrière. Il a été annoncé aussi dans la conférence cette semaine Vision OS 2, qui est une mise à jour du système logiciel, n'est-ce pas, qui anime le casque. Et il y a des nouvelles choses. On va pouvoir faire créer des images en 3D, là, pas tout à fait en 3D, mais avec un champ de profondeur à partir des vieilles photos qu'on a prises qui ne sont pas nécessairement faites pour avoir un champ de vision. Mais on utilise l'apprentissage machine pour créer un champ de profondeur dans ces images-là. Donc, ça va permettre de regarder des souvenirs, de faire défiler des photos avec son casque sur la tête et de le faire avec quelqu'un d'autre grâce à l'avatar qu'on crée et qu'on transpose ailleurs pour avoir des conversations style rencontre virtuelle. Là. Ça va être intéressant de voir comment ça va se servir, ça. Ça prend 2 casques. Ça prend quelqu'un qui a 5 000 qui est votre ami, et vous aussi, ça vous prend 5 000 Ça commence à faire pas mal de casques et de dollars, n'est-ce pas? Ou ça te prend 10 000 puis tu offres un casque à tes amis. C'est vraiment très particulier. Puis, si je ne m'abuse, il n'y a qu'un seul utilisateur par casque. Fait qu'il faut le réinitialiser à chaque fois, à moins qu'il ait ajouté cette fonctionnalité-là. Ce sont des choses qu'il faudrait essayer. Facilement partagées. C'est ça. Je sais que ça prend... je sais qu'il faut des lentilles spécifiques parce qu'on fait ça prend c'est des lentilles comme des lunettes, là. Et c'est individuel. Donc, si on veut changer d'utilisateur, il faut changer les lentilles aussi. Donc, c'est peut-être pas si simple. On ajoute aussi un truc pour le rendre plus universel, c'est-à-dire qu'on va activer par défaut un protocole web qui s'appelle WebXR, qui permet de voir des contenus de réalité virtuelle à même des pages web. Et ça, c'est pratique si vous magasinez sur le site d'IKEA, entre autres. Et on peut voir des applications vraiment de commerce en ligne où on pourrait utiliser ça pour faire surgir des éléments dans son environnement pour justement faire du magasinage en ligne, mais aussi n'importe quoi d'autre que vous pouvez imaginer, du jeu vidéo, web, des choses comme ça. Et je vais vous le dire parce que c'est ce qui était écrit dans l'information que je disais. Les sites porno vont beaucoup amener le WebXR parce que semble-t-il que c'est ce que ça prend pour que ça déboule sur le Vision Pro. Et vous savez, vous connaissez la blague. Oui, vous connaissez la blague quand la porno adopte une technologie, la technologie devient grand public, c'est pas long. Donc, c'est peut-être l'élément qui manquait. On est rendu là en 2020. Il n'y a pas ça de la pornographie sur les appareils Apple. Non, ils n'aiment pas ça parce que ça se veut familial et soigner tout le kit, mais évidemment, c'est pas eux qui décident ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais là, on l'a activé par défaut. Donc, fin juin, début juillet, j'ai hâte qu'on en reparle parce que c'était une belle technologie. Est-ce que les 2000 applications exclusives, est-ce que le 1,5 million d'applications pour iPad et iPhone qui sont compatibles valent la peine? J'ai une petite liste d'applications que je serais très, très curieux d'essayer avec. J'ai hâte de voir. On pourra en reparler. Je vais switcher tout de suite, Pascal, avant de te laisser terminer sur les actus avec Apple Intelligence, parce que tu en as parlé un petit peu. Oui. Ça a été dévoilé en grande pompe parce qu'évidemment, les actionnaires, pas mal tout le monde qui n'est pas chez Apple insistait « Hey, puis vous, quand est-ce que vous allez lancer votre chat GPT? » Ben là, ça va être fait dans les prochains mois. On a présenté des intégrations d'applications d'IA dans iPad OS 18, dans iOS 18, dans macOS Sequoia, donc dans les prochaines versions des systèmes d'exploitation des appareils d'Apple. Ça fonctionne nativement, localement, sur les processeurs M d'Apple. Donc, les gens qui ont déjà des produits Apple, si vous avez une puce M1 en montant, ça devrait normalement fonctionner sur votre appareil quand ça va être lancé. Ça fonctionne localement parce qu'on va sur les serveurs distants seulement dans certaines applications, mais semble-t-il qu'on l'indique, c'est-à-dire qu'on veut être certain que vous sachiez où vont vos données. Les serveurs utilisés, on certifie que ce sont des serveurs qui sont très soucieux de protéger la manipulation des données et qui sont même disponibles pour être audités de façon indépendante au besoin pour prouver que, justement, on respecte la confidentialité des données. On joue beaucoup cette carte-là de la vie privée et du respect des données confidentielles là, chez Apple. Tu l'as dit tantôt, il y a un partenariat avec OpenAI pour utiliser ChatGPT dans des cas où on a besoin de générer du contenu, de créer du contenu. C'est vraiment dans la section création de contenu là, qu'on utilise ChatGPT et c'est indiqué quand on a besoin de le faire. Il y a évidemment cette grosse composante-là de création, de compréhension de textes et d'images qui est la nouveauté peut-être pour tout le monde cette année dans l'intelligence artificielle.
Donc, on pourra créer En fait, ça, ce qui m'a fait rigoler, on pourra créer des avatars des gens qu'on a dans nos photos qui ne sont pas nous. C'est que si jamais tu veux parler avec Oh! quelqu'un, hey, voici, j'ai créé ton avatar. Haha. Puis là, tu le pousses, puis ils vont avoir un avatar. Donc, ça va permettre d'avoir des conversations avec des gens de façon qui, à mon avis, vont soulever des questions. Et là, On peut créer des images dans la messagerie texte, un peu partout, basées sur de l'information, sur une petite ligne de phrase. Hey, fais-moi une image de quelqu'un qui fête son 30e anniversaire. Là, pouf, ça va le faire. Il y a beaucoup de. Et ça aurait dû être Siri il y a 5 ans qu'il le fait, mais là, ça va être Siri cette année qui va le faire. Il y a de l'intégration entre les applications. Est-ce que j'ai besoin de m'amener un parapluie dans mon voyage d'affaires à San Francisco? Et là, l'application va aller voir dans le mail, dans la météo, dans et là. toutes les applications pour savoir pourquoi tu t'en vas à San Francisco, quand tu vas à San Francisco, c'est quoi la météo là-bas, et ainsi de suite. Donc, il y a ça, si ça fonctionne, ça va être pas mal le fun. Si ça fonctionne, parce qu'il me semble que j'ai entendu exactement le Ça fait même des années qu'on exemple. promet ces choses-là partout. Exactement ça, là, que tu vas te demander des questions naturellement et ça va te Ouais. répondre. Demande à Google. Il me semble que ça fait un bout de temps qu'il le fait, là. Ben, Fait que c'est pas puis nouveau Google pour devait ça. le faire comme du monde, puis ils le font tout croche aussi. Il n'y a pas C'est ça. encore Ben personne oui, qui a tout à réussi fait. à squeezer, à mettre ça, là, à faire fonctionner ça. On va pouvoir enregistrer nos appels téléphoniques sur l'iPhone et on va pouvoir avoir un résumé textuel automatiquement dans son téléphone. Donc, une transcription synthétisée. Automatiquement, on va pouvoir faire J'ai mon lire. petit plot de Ben, il y a notes des affaires de ici même, qui permet de faire exactement. déjà des... Ici, j'entends un étrange boop-boop, Alain. Qu'est-ce qui se passe? Hey, j'ai accroché mon micro ici, Ah, attends une seconde. c'était très drôle. Ça aurait pris une intelligence artificielle pour prendre le relais. On va pouvoir aussi lire, synthétiser, résumer, comprendre, répondre et simplifier l'interaction par courriel aussi. On va pouvoir accéder à la synthèse de PDF dans l'application Books, dans l'iPad, dans l'iPhone et ailleurs. Il y a beaucoup d'éléments de synthèse et ça, moi, j'ai pas confiance dans les synthèses automatisées. Toutes celles à la date que j'ai utilisées, il manquait des morceaux. Oui, où il y a des morceaux de trop, où il n'y a pas les morceaux pertinents. Mais en même temps, c'est ça la beauté, là. Fait que j'ai hâte de voir si ça va rester. Si un jour les entreprises vont adopter massivement ces outils-là, qu'est-ce qui va arriver avec ces entreprises-là? Parce que je sens que les erreurs sont possibles et que ça peut mal finir. Et la plupart de ces choses-là vont fonctionner à commande vocale à travers Siri, qui est vraiment l'héritière des principales améliorations là, apportées par Apple Intelligence. Mais pas seulement, parce qu'on va pouvoir aussi l'invoquer à travers du texte écrit. Donc, on va pouvoir demander dans certaines applications à l'écrit avec son clavier certaines tâches d'intelligence artificielle, surtout au niveau de la génération d'images et de textes additionnels. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et on dit, parce que, évidemment, là, on parle de vie privée. Chez Apple, on a fait ça, on en a fait un cheval de bataille pour plein de choses sur la manipulation des données. On dit que si les données sont utilisées, entre autres, par OpenAI sur ChatGPT, elles sont anonymisées par Apple d'abord, remises à OpenAI ensuite, et OpenAI les efface automatiquement une fois que la transaction est complétée, une fois que l'action a été faite. Donc, tout ça, c'est super excitant, mais ça soulève beaucoup plus de questions que ça fournit nécessairement toutes les réponses. Là. Il manque des morceaux là-dessus qu'on a hâte de voir en personne quand ça va être mis en place. Évidemment, il faut poser des questions, c'est nécessaire, surtout que là, ça devient de plus en plus intégré dans les appareils. Je présume et j'espère que ça va rendre l'interaction avec son téléphone et ses appareils informatiques plus simple. Parce que plus ça va, plus ça se complique. Oui. Partout, même du côté d'Android, même du côté de Google avec ses pixels, quand on intègre les commandes automatisées, c'est comme, il faut savoir qu'elles existent, il faut les trouver. Je veux dire, ceci autour d'Apple, s'ils ont une qualité, c'est qu'ils sont capables de bien expliquer des choses simples. Comment faire telle chose simplement. Je regardais ce que Google faisait avec Gemini à Google I.O. et c'était un pêle-mêle de n'importe quoi, alors que là, on a vraiment très bien expliqué certaines applications précises du côté d'Apple WWDC. Donc, peut-être que c'est ce qui distingue les deux, c'est l'espèce de narratif où c'est plus facile pour Apple, pour les clients d'Apple de comprendre ce qui s'en vient. Mais c'est beaucoup de choses en même temps, donc on va avoir l'occasion d'en reparler, c'est certain. Et c'est ce qui était le gros morceau de WWDC cette année, donc on n'a pas fini d'en parler. Et voilà. Voilà. On va sortir un peu d'Apple, Pascal, pour finir l'actualité On de belle continue façon. de parler d'intelligence artificielle, on s'en sort pas. Écoute, si tu veux, oui, parlons-en. Les États arabes unis veulent aussi être au milieu, parce qu'ils sont déjà au milieu de l'univers, veulent être en plus au milieu de l'intelligence artificielle. Ouais, les États arabes unis veulent devenir une plaque tournante de l'intelligence artificielle à Dubaï. On veut former 1 million de personnes au prompting en 3 ans. Le prompting, là, la technique pour c'est l'art subtil de poser la bonne question. Les formules magiques qu'il faut dire pour obtenir la réponse que tu veux, pour avoir tes données. Moi, je trouve ça très, très drôle parce qu'en théorie, on n'aurait pas besoin
de formule magique pour tirer si tu veux savoir quelque chose, tu lui poses de façon naturelle ou tu lui poses pas. S'il faut que je te pose une question du SEO pour une intelligence artificielle. Exactement, et je trouve ça super embêtant, parce que si je te demande une question, Alain, suggère-moi un écouteur de qualité, s'il te plaît, ben, j'ai pas besoin de te dire, cher Alain, en tant que chroniqueur techno d'expérience, pourrais-tu me résumer en quelques phrases les... Non, je te parle naturellement, puis tu comprends. Fait que quand on parle de prompting, j'ai toujours un petit frisson que s'il y a des malins, puis il faut avoir des cours de prompting, il y a quelque chose qui cloche. Donc, Dubaï veut former 1 million de personnes au prompting, ce que je trouve un peu étrange. Dubaï veut se préparer au futur, parce que dans la vie, il n'y a pas que le pétrole. On veut même que d'ici 2031, et quand on parle d'objectifs, mais complètement farfelus, on veut que 40% du produit national brut des États arabes unis soit l'intelligence artificielle. Ouais. J'ose pas regarder c'est quoi le produit national brut des États arabes unis en ce moment. Je soupçonne que c'est pétrole. Ben, ils ont un fonds souverain énorme, mais ça ne veut pas dire que c'est le cœur de leur business, de leur économie, effectivement. Incroyable. Fait que c'est peut-être des produits financiers, mais de passer à 40% du produit national brut, soit par l'intelligence artificielle. Je pense qu'on est dans l'intelligence artificielle washing, là. On veut mettre notre nom, puis intelligence artificielle. On met de l'AI partout. Ouais. On est dans le jeu, on est là, on est efficace, alors que dans le fond, ça ne peut pas dire grand-chose, je crois. Ouais, Bien de voir, c'est pas leur premier projet. Il faut se réorienter du pétrole, puis... Oui, ben ils ont l'argent pour faire bien des choses s'ils veulent s'éclater, effectivement. Il y a un truc qu'on a sauté, mais juste parle-moi-en, parce que moi, ça m'intrigue, là, ça me fait même à la limite un peu de peine. C'est la fin pour Jabra, pour les écouteurs Jabra? Oui, Jabra. Écoute, j'en ai ici, j'ai sorti ici. Jabra, c'était pas les premiers qui ont fait. Maintenant, il y en a partout des écouteurs bouchons, là. Mais des écouteurs qui vont dans tes oreilles sans fil, qui fonctionnent bien, qui coupent pas tout le temps. Ben, c'était pionnier avant que tout le monde déboule. Là. Exactement. Ben, les premiers écouteurs sans fil que j'ai écoutés, Bluetooth, je pense que ça prenait plus de temps de les connecter à mon téléphone que l'autonomie des écouteurs. L'autonomie était ridicule, ça coupait, le son était pas bon. Jabra, de mémoire, c'est pas le premier, mais c'est une des premières entreprises qui ont fait des bons écouteurs sans fil et ils ont annoncé qu'ils arrêtaient d'en faire. Ils ont annoncé qu'il y avait une version 2 de leurs écouteurs et on dit, ben, en même temps, on arrête. On va faire une version 2 améliorée de notre Elite 10 et le Elite 8 Active. Il y avait toujours une version plus professionnelle, plus bureau, plus sentier de course, ouais. Une version, c'est ça, plus résistante à l'eau, aux éléments. Ils ont fait une version de 2e génération qui a une caractéristique intéressante. On va pouvoir se servir de l'étui comme transmetteur. On va pouvoir brancher l'étui dans n'importe quelle source audio par fil 1.8 ou par prise USB et ça va diffuser dans les écouteurs. Et ça, je trouve ça super intéressant. Dans l'avion? Ben oui. Tu branches ta prise d'écouteurs et boum, tes écouteurs entendent. Tu as un ordinateur, tu ne veux pas configurer tes écouteurs, tu branches avec une prise USB et bam, tu entends le son de ton ordinateur ou de ton appareil directement dans tes écouteurs sans avoir besoin de configuration. Je trouve ça génial. Il semble qu'ils vont être supportés pendant des années. Mais combien de temps ça veut dire dans un monde technologique où ça bouge très, très vite? Je trouve ça flayé parce que Jabra, c'est une bonne entreprise, je pense, mais en ce moment, tout le monde et son beau-frère et son voisin fait des écouteurs. Puis c'est tellement facile de commander Chin, des caisses d'écouteurs, mettre ta marque dessus, à puis 15 puis de les revendre. Et c'est ça, 15 tu les revends 100 tu revends 200 tu fais encore plus de profit. Fait que je ne suis pas étonné que les entreprises se limitent là-dessus. Non, en effet. Ça me rappelle aussi la marque Plantronics qui avait des bureaux ici à Ville-Saint-Laurent qui a été racheté et a changé de nom, si je me rappelle bien. Il fait maintenant beaucoup moins de choses qu'elle faisait avant. Oui, puis le nom n'est pas sexy, là, un nom qui est, on dirait, volontairement dur à dire parce que c'est des produits d'entreprise. Je vais le googler pour le fun, on va essayer de le trouver. Vas-y. Pendant ce temps-là, nous, on va prendre une pause et parce que ça fait beaucoup d'actualité, on va prendre le temps de digérer un peu tout ça. Mais on va revenir en deuxième segment avec nos gadgets de la semaine. Vous voyez, vous comprenez si vous voyez la vidéo de quoi je parle? Une belle boîte noire. Non, c'est pas vrai, je parle de casque. On parlait justement avec Jabra, ça fait un beau lien. On parlait des casques. Et tout un drôle de bidule, c'est ça, j'arrive pas à comprendre c'est quoi en fait. Écoute, je te l'explique, mais ceux qui veulent écrire sans distraction cet été, il y a un petit gadget pas cher que je trouve très mignon. Ça ressemble à un petit jouet. Mais vous allez pouvoir taper avec ça, puis tu peux juste taper avec. Voilà. Alors, on fait tout de suite, restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et bienvenue à une tasse de tech. C'est ce moment de l'émission où on va parler un peu de gadgets pour s'alléger le cerveau et on risque de ne pas prononcer les mots intelligence artificielle pour à peu près les 10 à 12 prochaines minutes. On peut-tu faire ça? Penses-tu qu'on va faire ça? Je ne sais pas si on va y arriver. Je pense que Intelligence oui. artificielle. Ah, mais là, tu viens de faire complètement éclater le Voilà, on concept. repart pour un autre 12 minutes. Poly, c'est le nouveau nom de Plantronics qui a été acheté par Exactement, qui appartient à Poly. HP, si je ne me trompe pas maintenant. Je parle pas d'intelligence artificielle, Alain. Ben écoute, parle-nous de ton micro-journal, parce que tu dis micro-journal et tu nous présentes à l'image une bébelle qui est plus l'air d'une espèce de Game Boy raté, donc je comprends pas le lien entre les deux. Alors vas-y. Et voilà, ce que c'est le micro-journal, c'est un petit appareil que j'ai trouvé sur Tindy, qui est créé par un créateur super sympathique en Italie. C'est une petite boîte qui coûte 129 $ américains, plus des frais de livraison. Écoute, le colis s'est perdu dans la poste. Le créateur m'en a renvoyé un deuxième sans aucun problème. Super joli. C'est imprimé en 3D, morceau par morceau. Wow! Ce que ça fait, ça permet, tu ouvres et tu as un petit écran qui démarre rapidement Ah, un avec petit un bonhomme joli sourire. sourire. Ben oui. Voilà. Et tu peux taper. Et tout ce que tu peux faire, c'est taper. Mais tu tapes quoi, puis où? Parce qu'il y a juste deux boutons, là. Avec un Deux boutons rouges. clavier, moi j'ai branché à l'arrière un clavier sans fil. Tu peux mettre un clavier avec Ah! un fil aussi. Et ce que tu peux faire, c'est taper avec ton clavier et ça apparaît dans le petit écran. Et l'écran, là, je le dis tout de suite, il y a une lacune, c'est qu'il est très réfléchissant. C'est un écran Ben oui, qui est genre, pas très on voit coûteux. notre reflet depuis tantôt, là. On Ouais. voit distinctement des reflets dedans. Pour travailler à l'extérieur, c'est pas l'idéal. Moi, je me suis servi du petit joli design pour mettre une petite capote en carton. C'est très facile, une espèce de petit protecteur qui limite les Pour couper les reflets, reflets, mais ben oui. pour taper dehors, c'est pas l'idéal. Écoute, c'est génial comme appareil. Si vous avez besoin d'écrire sans distraction, le gars a créé pour moi le clavier canadien-français multilingue que j'utilise. Il y avait une touche qui n'était pas au bon endroit. Il me l'a refait pendant la nuit. J'ai reçu une mise à jour du micro-logiciel. Tout ce que tu peux faire, c'est taper. Il n'y a pas d'application, tu n'as pas l'heure, tu n'as pas de gadget, tu n'as pas de widget. C'est un super traitement de texte, là. Non, 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 non. Tu Non? peux pas traiter Même le pas. texte, Alain. OK. Non, non, c'est ça. Non, C'est non, de non, l'entrée de texte. tu écris ton texte parce que tu peux pas revenir, tu n'as pas de flèche pour te déplacer dans ton texte. Ah, c'est comme une dactylo, finalement. C'est comme une dactylo. C'est une dactylo que tu tapes et que tu écris. Ça sauvegarde, et ça, c'est magnifique, c'est sauvegardé dans ton Google Drive. Par défaut, c'est sauvegardé dans l'appareil. Quand tu veux, tu as une touche, tu appuies, ça synchronise avec ton Google Drive. Tu as 4 réseaux sans fil qui peuvent être ajoutés, donc tu peux mettre ton café préféré, ton chalet, ta maison, des endroits comme ça, 4 endroits préférés. C'est super élégant. Et pour moi, là, j'en parle parce que c'est pas pour tout le monde, évidemment, parce que c'est quand même un truc qui permet C'est niché. juste d'écrire. Ben oui. Mais pour moi, c'est toute la beauté de ce que les Kickstarter, de tout le financement social, ce que ça devrait être. Permettre à des vrais créateurs de faire des produits sympathiques avec des fonctions limitées, te l'imprime à la demande et te l'envoie et tu contribues directement à un créateur. Ceux que ça intéresse, il est en train de créer une deuxième version qui, cette fois-ci, intègre un clavier. Mhm. C'est un petit peu plus cher, je pense que c'est 200 quelques dollars canadiens, 189 américains. Mais là, tu as une espèce de mini dactylo électronique que tu peux porter, sauvegarde ton texte. Écoute, je lui écris plusieurs fois par semaine. Mais c'est un on petit échange écran. des C'est quoi idées. c'est quoi comme Écoute, affichage? les specs, là, je veux même pas en parler. C'est une pile, c'est une grosse pile. Il y a un 1862, quelque Genre une chose pile de comme ça. batterie? C'est Une une pile de monstre, c'est-à-dire? Une grosse pile c'est de une monstre? pile, non, c'est des piles qui sont utilisées pour les lampes de poche tactiques. OK. Des grosses piles, c'est comme une grosse pile double A. Ça OK. coûte pas très cher, ça coûte 15 $. C'est facile à remplacer, on peut la commander par Amazon. On peut aller dans n'importe quelle la source et trouver ces piles-là. Best Buy doit en avoir aussi. Donc, c'est une pile pas chère qui est rechargeable qu'on met dedans. Écoute, il y a des vis à l'arrière. Tout est Mhm. soudé à la main là-dedans. Tu mets une carte micro SD, une carte SD, même NSD. pas micro SD. Fait que j'ai pris une vieille carte SD que j'avais, 4 gigaoctets, ça n'a pas besoin d'être très costaud. Ça stocke mes textes, ça stocke le micro-logiciel, ça se met à jour en 2 secondes. C'est monochrome, ça a l'air Écoute, c'est minimaliste, là. monochrome. Ouais, J'ai ouais. même pas regardé les specs de l'écran, là. Écoute, il y a des couleurs en bas. Ben, je vois du Tu vert en peux bas à droite, ben voir. oui, c'est ça. Il y a du vert en bas, du brun, et tu peux changer le petit bonhomme qui apparaît au démarrage. C'est un petit GIF. OK. Fait qu'il y a plein d'options. Ceux qui veulent bidouiller, s'initier à la programmation,
Vraiment une belle, belle, belle option. Le code est ouvert. Fait que si jamais vous voulez améliorer, ajouter des options, tester des affaires, le code est ouvert. Et si vous écrivez en anglais, le créateur qui s'appelle, j'espère, je vais massacrer son nom ici, mais c'est On-Q Lee. Super gentil, vraiment sympathique, et c'est le fun d'encourager ce genre de projet-là. J'ai eu beaucoup de projets, j'en ai financé. Quand Kickstarter est arrivé, là, je travaillais à la Revanche des Nerds, puis j'étais content. Je me disais, hey, ça va permettre d'encourager du monde, de travailler, d'avoir des produits cool. Ouais, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. J'ai perdu tellement d'argent avec des créateurs qui se sont poussés dans la nature, Ouais. beaucoup de projets qui ont été retardés de 1, 2, 3 ans, qui ont été abandonnés après 1 an, plus de mise à jour, plus de support technique. Je pense même au Québec, il y avait la petite lampe, la petite lampe de vélo, Ah, il y a bien des affaires, qui mais qui était était une un espèce de antivol, vélo qui intelligent, là, ouais, vélo exactement. intelligent qui devait te Il y a eu signaler des que ton écouteurs vélo se aussi, faisait Bluetooth à une voler, autre époque. des écouteurs, comment ça s'appelait? C'était, je veux dire C'était, Phazon, mais c'était peut-être pas ça, là, Phazon, ouais. tout à fait. Phazon, par un gars qui a récolté des millions. On parlait des Jabra. Jabra est arrivé, puis il n'a jamais livré ses écouteurs. Le projet est parti. On ne sait pas ce qui est arrivé avec les millions. Je trouve ça très triste, l'état des projets sociaux. Mais quand Ouais, tu as Kickstarter, Tindy, puis tu as des vrais créateurs, du vrai monde qui t'impriment pour toi, si jamais il y a une pièce, il peut me la réimprimer. J'ai les modèles 3D, je pourrais demander à quelqu'un de me l'imprimer d'une autre couleur. Le micro-journal sur Tindy, jetez un coup d'œil là-dessus si vous voulez travailler. Je vous le dis, c'est extrêmement limité. C'est pas un traitement de texte, c'est écrit de façon linéaire. du Si tu veux texte, revenir en arrière, il faut que tu fasses backspace, comme une backspace. dactylo Comme une dactylo. moderne. Mais ça sauvegarde automatiquement, facile à déplacer, facile à recharger. Et puis, c'est super bien pensé, super joli. C'est mon petit coup de cœur de la semaine. Allez voir ça, le micro-journal. De mon côté, j'y vais pour, je vais appeler ça les AirPods Max des pauvres. Ce sont les C'est Beats. pas super vendeur, je te le dis tout de suite, c'est pas super vendeur. Ben, AirPods Max, c'est quand même pas mal parmi les meilleurs Des écouteurs pauvres. Bluetooth. Mais ben, c'est parce qu'au lieu de coûter 800 il en coûte en ce moment, et vraiment là, parce qu'ils viennent de couper le prix en deux, 280 Wow. Initialement, je pense que c'était 470, je ne suis pas sûr, mais c'était vraiment. Ils viennent il y a 10 jours là, de faire. Ils coupent le prix en deux sur ces appareils-là, qui sont les casques, le casque haut de gamme de Beats, qui est aussi une compagnie qui appartient maintenant à Apple, mais qui reste quand même assez indépendante dans son branding, dans sa façon de faire les choses et tout le kit. Ce sont des écouteurs avec insonorisation active, donc annulation active du bruit, des écouteurs, on dit comment ça, qui font le circumauriculaire. Il y a des mots comme ça Autour qu'on de n'utilise pas l'oreille, souvent. Alain. Donc, ils se posent, mais autour de l'oreille, pas sur l'oreille. On a parlé l'autre jour des Studio 4 de Beats aussi, qui eux sont supra-auriculaires. C'est-à-dire qu'eux, ils s'appuient sur l'oreille. Donc, pour les gens que c'est pas toujours confortable, ben, les Studio Pro vont en faire un peu plus parce qu'ils s'appuient sur la tête tout le tour de l'oreille. Et ça, moi, c'est un format que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, quand je fais des balados, je porte des écouteurs de ce genre-là qui sont très, très gros, mais qui sont plus confortables. Je dis que ce sont les AirPods Max des gens qui n'ont pas le goût de payer trop cher pour des écouteurs parce qu'entre autres choses, il y a aussi la capacité d'écouter du son spatial, le fameux audio spatial d'Apple, qui est aussi le Dolby Atmos du côté d'Android. Ce sont des écouteurs qui fonctionnent aussi bien d'ailleurs sur iOS que sur Android, donc Beats là-dessus ne se casse pas la tête. On a un son, bon évidemment il y a différentes façons de l'utiliser, c'est un casque Bluetooth à la base, donc évidemment ça se jumelle. Il y a comme un protocole Bluetooth récent là, du côté d'Android qui reprend cette espèce de jumelage automatisé, de détection, je devrais dire, automatisée de produits qu'on voit chez Apple depuis longtemps, où on présente le casque près de son téléphone et là, tout d'un coup apparaît « Hey, voulez-vous les jumeler? » Puis là, tu fais « Oui », puis ça se fait. Ça le fait à la fois sur iOS et à la fois sur Android avec ces casques-là. Donc, c'est un casque qui présente bien cette simplicité d'utilisation qui aurait dû arriver jour 1 sur Bluetooth tant qu'à moi, mais ça, c'est une autre conversation. Un bon son par Bluetooth, un son de bonne qualité, riche, immersif, la basse, vous savez, le son très Beats, là, où on triche un peu sur le spectre audio pour mettre un son plus, je vais dire ça comme ça parce que c'est la meilleure façon de l'utiliser, qui convient très bien à de la musique si vous écoutez du hip-hop ou du rap ou de la musique très actuelle, très pop. Il convient peut-être un peu moins si vous écoutez de la musique classique. Appelons ça de la musique urbaine, effectivement, qui est beaucoup dans le brand de ce qui est Beats depuis ses débuts. Je l'ai dit, audio spatial, mais aussi de l'audio sans perte par USB-C, c'est-à-dire que vous avez un connecteur en dessous, une prise USB-C, vous branchez une source, que ce soit un téléphone ou un ordinateur personnel, et là, vous pouvez transférer de la musique sans perte, donc du FLAC ou du ALAC ou même du high-res, qui n'est pas tout à fait du sans perte, là, on joue sur les mots rendus là, mais bref,
pour les gens qui veulent vraiment une qualité. Rendu là, quand on écoute de la musique sans perte, par contre, le son est extrêmement neutre et c'est pas typique à ce casque-là au Studio Pro. C'est vraiment comme ça en général, c'est que le spectre sonore, nécessairement, est comme si vous étiez assis dans la salle. Donc, on ne triche pas sur les graves, les aigus, tout ça. Mais ça donne une qualité audio dont les fans qui aiment, par exemple, la musique classique sont très pointilleux sur ces choses-là. Et là, ils vont pouvoir en profiter, mais c'est à travers une connexion, parce que les protocoles sans fil, quoi qu'on dise, n'arrivent pas à coter le niveau de bande passante nécessaire, je veux dire comme ça, pour faire de l'audio sans perte. Bref, on a un compromis de ce côté-là là-dessus. Vraiment, le meilleur compromis pour le prix. Il n'y a aucun doute. À ce prix-là, là, à 280 $, il n'y a rien qui accote ces casques-là au niveau de la qualité du son. J'aurais même dit au niveau de la fidélité, sans faire grincer les dents les gens qui sont pointilleux là-dessus. Je le disais, il y a une réduction active du bruit qui est correcte, qui est très bonne. Ce que je parlais des AirPods Max tout à l'heure, ça ne se compare pas vraiment en termes de qualité de réduction du bruit, mais ça se compare à tout ce qui se fait ailleurs dans le marché. Il y a un mode transparence, évidemment, qui utilise les micros pour qu'on puisse garder le casque sur les oreilles et discuter avec les gens. On a 40 heures d'autonomie sur ce casque-là. Ça, c'est une semaine de travail. Donc, si vous êtes du genre à porter un casque sur la tête toute la journée, ben, c'est un bon choix. En plus, il est léger. Il est très léger, je devrais dire. Il est extrêmement confortable. Même l'arceau sur la tête, moi, c'est mon principal point de friction avec les casques d'écoute. C'est qu'ici, là, sur le dessus de la tête, là, ça frotte et ça finit par irriter au bout d'une heure. Bien souvent. Il n'y a pas grand casque que ça ne fait pas ça. J'ai des Sennheiser ici qui ne le font pas. Ceux-là, les Beats Pro ne le font pas non plus. Il est coussiné l'arceau juste comme il faut. J'étais vraiment agréablement surpris de voir que je pouvais le porter. Je l'ai essayé en allant à Computex à Taïwan. Mon vol de Montréal-Tokyo était de 13 heures. 13 heures sur la tête, aucun problème de confort. Ça recharge aussi en 10 minutes. Ça fait quand même pas rien. Là. 40 heures de batterie, hein, ben, c'est peut-être pas 40 heures, c'est peut-être plus comme 80% de ça, là, mais c'est quand même 8 x 4, 32 heures, c'est pas rien. Confortable, il y a des micros, on peut faire une conversation téléphonique assez naturellement, les gens ne vous chicaneront pas. C'est toujours ça le gros défi avec les casques Bluetooth, c'est que écouter la musique, ça marche très bien, mais si on reçoit un appel et on veut parler, aïe, que c'est difficile, ben eux, ils font du bon travail là-dessus. Les gens risquent de pas trop vous le dire que vous êtes sur un casque et de vous demander de parler autrement parce qu'on a des bons micros, on annule bien le bruit ambiant, le résultat est tout à fait correct. Donc, bon casque. Écoutez, moi, j'étais vraiment surpris. Je ne pensais pas en parler de façon indépendante de tout le reste, mais ça vaut la peine parce que c'est vu, je le dis encore une fois, vu le prix ridicule auquel ils se vendent actuellement, ce serait... Si vous magasinez un casque, là, ce serait fou de ne pas considérer, au moins de l'essayer avant de faire un achat. Il manque des choses, malheureusement, sur ce casque-là. Ça explique un peu son prix. Il n'y a pas d'égalisateur sonore. On ne peut pas ajuster justement pour personnaliser le son, ce qui est un peu dommage. Il n'y a pas de fonction d'assistant numérique intégré pour rappeler rapidement l'assistant sur son téléphone. Ben, tu vois, ta réaction est un peu la mienne aussi. Moi, je m'en suis jamais servi sur les autres casques. Il y a des casques, notamment Sennheiser et d'autres, ont un petit bouton d'action rapide qui permet de faire surgir Alexa ou de faire surgir Google ou quelqu'un d'autre, donc peu importe. Et lui, il ne l'a pas. Je veux dire, c'est vraiment pas nécessaire d'avoir ça, donc c'est pas très grave. Il y a un petit défaut agaçant, il ne détecte pas quand on l'enlève. Il y en a des casques, tu l'enlèves, il arrête la musique. Tu le remets, il repart la musique. Si vous regardez un film sur une tablette, et là, vous l'enlevez pour parler à quelqu'un, le film continue, là. Fait que si c'était le moment clé du film, vous le ratez. Bien évidemment, on recule le film, c'est pas la fin du monde, on s'entend. Mais il y a d'autres casques qui le font automatiquement et c'est peut-être un peu plus agréable pour ça. Et évidemment, ça vient un peu avec. Très Beats, l'interface sur l'appareil est extrêmement minimaliste. Il y a un gros bouton pour on-off, en fait, pour jouer et arrêter la lecture de ce qu'on écoute. On peut ajuster le volume en haut, en bas. Et il y a le bouton d'alimentation on-off, justement, et c'est tout. C'est extrêmement... Pas de surface tactile. C'est très simple, mais ce dont je me suis rendu compte, en fait, c'est que c'est exactement juste ça qu'on a besoin sur un casque. Tout le reste, à mon avis, glisse ton doigt sur la surface pour ajuster ton volume, tapote ici, fais ça. Oui, t'enfiles ton manteau, tu accroches le capuchon, ça change ça met en pause, ça monte le volume. En tout cas, ça affecte toute la patente. Pas de ça avec ça. Donc ça, c'est un moins qui est en fait un plus à la fin de la journée. Donc ouais, les Beats Studio Pro, sérieusement, les gens en ont parlé dans les médias l'année passée parce que c'est une nouveauté de la fin 2023. Mais là, au printemps tardif 2024, début d'été 2024, vu la baisse de prix, c'était le moment pour en parler. C'est ce qu'on fait ici maintenant. Parce que sérieusement, à moins que vous ayez comme une irritation spontanée à la simple mention du nom Beats,
C'est un casque à considérer si vous aimez la qualité sonore et les gros casques d'écoute circumauriculaires. Et voilà. C'est ça qui est ça. Ça a été dit. Évidemment, vous pouvez comparer avec plein d'autres casques aussi, mais sérieusement, pour le prix, là. Beats Studio Pro à 280 $. Il y a peut-être une deuxième version qui s'en vient. Les gens vont être tristes, mais écoute, quand tu as des bons écouteurs, ça dure une couple d'années. C'est une baisse de prix qui est étonnante, mais qui est bienvenue. Je veux dire ceci. Il y a des nouveautés qui s'en viennent chez Beats. Il n'y a pas été question de Studio Pro. On a parlé des Studio 4. Il y a les Studio Buds qui s'en viennent aussi, qui sont des écouteurs boutons à 100 $. Je pense qu'on y va surtout pour la marque. On veut se positionner une marque plus accessible qu'avant. Mais du côté des Studio Pro, je n'ai pas entendu dire qu'il allait avoir une nouveauté. Peut-être à l'automne ou peut-être plus tard, mais pas pour l'été en tout cas. Donc, vu le prix, là, sérieusement, c'est tout. On y va? Ouais. C'est le temps de remercier nos partenaires, Alain. TELUS et Plan Hub. Merci beaucoup. C23, le groupe Cogeco. Claude Hébert à la mise en onde avec Jean-Christophe Ouellette. Alain McKenna, on peut te lire partout, y compris dans Le Devoir, y compris dans... Protégez-vous sur Branchez-vous. Branchez-vous, c'est ce que je Ou essentiellement, on reprend ce qu'on fait dans la balado. Donc sur Start, non, t'es pas là-dessus aussi? Je ne fais pas le Journal de Montréal, mon cher ami. Presque partout, Alain. Presque partout. Puis moi, on peut me lire sur pascalforgette.com. Je vais commencer bientôt 98.5. Je vais faire une chronique techno à 18h45, ceux qui sont curieux de m'entendre. Voilà. Je te parlerai pas, Alain. Je vais parler avec Louis Lacroix. Ça va être très, très drôle. C'est correct. Il est tout à fait sympathique, Louis. Très, très sympathique aussi. Je le salue par ailleurs. Et je te souhaite une excellente chronique. Les gens vont certainement pouvoir aller écouter ça. En attendant une prochaine émission d'une tasse de tech qui s'en vient la semaine prochaine, mais entre-temps, on vous souhaite un bon début d'été parce qu'il fait chaud pour vrai. Et prenez soin de vous. Salut tout le monde.